Les enfants sont rois, partie 19. Clara rentre chez elle à pied. Elle marche à vitesse constante, elle ne connaît pas meilleure méthode pour évacuer le stress. Peu à peu, son plexus se libère, le sentiment d'oppression disparaît. Elle remarque le silence, un silence inouï, auquel la ville n'est pas accoutumée. Après une longue bataille parlementaire, la loi interdisant les véhicules à essence dans les 20 arrondissements de Paris vient tout juste d'entrer en vigueur. C'est une autre perception de l'espace, songe-t-elle, qui lui rappelle les jours d'hiver, quand elle était petite fille, à l'époque où il neigeait encore. Dans le balancement régulier de son corps, les pensées se succèdent, elles circulent. Sous cette forme mouvante, elle lui semble plus facile à approcher, à circonvenir, ou même à contourner. Elles obéissent au même élan que celui qui la propulse en avant, et dans cette cadence même, elles disparaissent ou s'éclaircissent. Elle pense à Kimidior et à son étrange requête. Elle pense au cadavre du jeune homme faussement suicidé. Elle pense à la robe vermillon qu'elle pourrait mettre ce soir et au rouge à lèvres qui irait avec. Elle pense à la proposition de Cédric, la dernière fois qu'ils ont déjeuné ensemble à la cafétéria. Il voudrait qu'elle le rejoigne aux mineurs. Un poste de chef de groupe se libère bientôt dans son équipe. Elle a tenté de lui opposer une série d'arguments. Elle n'est plus sur le terrain depuis longtemps, elle n'a pas d'enfant, auquel il a vite coupé court. Il a besoin d'elle. Alors que Clara longe le parc, un homme la double. Il se retourne sur elle, la dévisage sans aucun scrupule, puis reprend son chemin, visiblement déçu. De dos, elle sait qu'elle a gardé cette silhouette adolescente, juvénile, qui attire le regard. De face, elle est cette femme sans maquillage, au visage fatigué. Elle sourit. À l'approche de son immeuble, elle accélère le pas. Elle aime cet étourdissement léger provoqué par le changement de rythme quand elle parvient à le maintenir sur le dernier kilomètre. Quand elle arrive devant le hall de sa résidence, la porte s'ouvre automatiquement. Après 19 heures, le gardien de nuit est dans sa loge. À travers la caméra, elle le salue d'un signe et lui sourit. Ils ont leur petit secret. Un soir que Clara était rentrée très très saoule d'un dîner, elle s'était arrêtée pour discuter avec lui. Elle n'avait aucune envie de dormir. Ils avaient parlé de choses et d'autres, un fait divers survenu quelques jours plus tôt, le coup de barre de 4 heures du matin quand on travaille de nuit, l'hiver qui n'en est plus un. Et puis, au détour d'une obscure association d'idées, il lui avait demandé si elle savait jouer au poker. Le visage soudain illuminé, il l'avait laissé entrer dans sa loge comme s'il l'invitait dans un château. D'un tiroir, il avait sorti un paquet de cartes et un flacon de whisky. La partie avait duré toute la nuit. Au petit matin, il avait fini par gagner et l'avait raccompagnée chez elle en tout bien, tout honneur. Depuis ce jour, au moins une fois par mois, ils ont rendez-vous. Il excelle au bluff, elle le bat sur la stratégie. Ils se font beaux et s'habillent pour l'occasion. Robe et talons pour elle, chemise claire et chaussures noires pour lui. Il ne joue pas seulement au poker, elle le sait. Il joue à se plaire. Il est bien plus jeune qu'elle et il est très séduisant. Cela pourrait déraper, mais chaque fois, ils se tiennent au bord, l'un et l'autre, sur leur ligne de crête. Ils ont le pied sûr, ils en ont vu d'autres. Peut-être parce qu'ils savent ce qu'ils ont à perdre, et que rien n'est plus délicieux que ce moment qui s'étire et ne ressemble à aucun autre, ce moment de promesse et de désir, et ce lien unique, singulier, qui se tisse à travers le jeu et le danger. Ce soir, elle mettra sa robe rouge, et vers minuit,
elle descendra par l'escalier. Au 20e étage de la tour Khéops, à la frontière du quartier chinois, Santiago Valdo sonne à la porte 2022. Après avoir insisté une dernière fois pour que le jeune homme vienne à son cabinet, en vain, il a confirmé qu'il se déplaçait. Le Judas s'obscurcit un instant, puis Samy Dior ouvre la porte. Pendant quelques secondes, il fait face au psychiatre, immobile, comme s'il hésitait à le laisser passer. Il est habillé d'un bas de survêtement usé et d'un t-shirt blanc qui n'est pas non plus de première fraîcheur, mais ses baskets immaculées semblent n'avoir jamais franchi le seuil de son appartement. Après un instant d'observation mutuelle, il finit par l'inviter à entrer. Avant de refermer, il tend le cou de chaque côté du couloir, un mouvement qui n'est pas sans évoquer les parodies du film d'espionnage, songe aussitôt Santiago, conscient que le garçon ne met derrière cette outrance aucune forme de dérision. Le mobilier est réduit au strict nécessaire. Un fauteuil, une table, 2 chaises, et les murs sont nus. Une petite phobie de l'encombrement, constate en silence Santiago. Un coup d'œil à la chambre lui suffit pour conclure que celle-ci obéit au même impératif de dépouillement. N'importe qui parierait que le lieu n'est pas habité. Samy Dior l'invite à prendre une chaise et s'assoit en face de lui, les coudes posés sur les cuisses, les mains jointes, son dos dessine une longue courbe qui semble pouvoir s'infléchir davantage encore. Il a plié l'échine, se dit le psychiatre. Le jeune homme l'examine avec une attention suspicieuse, et Santiago comprend. Il vérifie qu'il n'est équipé d'aucun matériel permettant d'enregistrer ou de filmer. Ses traits sont tirés, ses yeux cernés, son visage arbore le masque figé de ceux pour qui le sommeil est un combat. Malgré ses vêtements un peu amples, peut-être à cause de ce flottement, on devine sa maigreur. Le psychiatre s'appuie au dossier de sa chaise en position d'écoute et le laisse prendre la parole. Le silence dure encore quelques secondes, puis Samy finit par parler. « Je ne sais pas comment m'échapper, docteur. » Santiago hoche la tête, conscient de frôler la caricature, mais il n'a pas trouvé mieux pour encourager un patient à poursuivre sans orienter sa pensée. « Je ne peux pas continuer comme ça, traqué sans cesse, partout. Je ne peux plus. Vous savez que je suis filmé depuis que j'ai 6 ans. » Santiago considère qu'il s'agit d'une vraie question à laquelle il ne peut pas se dérober. « Oui, enfin je sais que vous avez tourné de nombreuses vidéos avec votre famille pour différentes plateformes, notamment YouTube et Instagram. » Samy semble soulagé de ne pas avoir à raconter l'histoire depuis le début. Le problème, c'est qu'elle a perdu le contrôle. Il s'arrête. Son regard cherche un point d'ancrage. Il semble se demander comment poursuivre, visiblement sous l'emprise d'une grande confusion. Ma mère ?» Santiago remarque le tremblement léger de ses mains, s'interrogeant de nouveau sur un éventuel traitement en cours, puis d'un sourire l'encourage à continuer. « C'est elle qui gérait tout, pendant longtemps. Aujourd'hui, elle maîtrise plus rien. Aujourd'hui, toute ma vie est retransmise en direct. J'ignore où et par qui. Il y a de fortes chances pour que ce soit une plateforme payante. Je ne sais pas laquelle, ni comment ces gens communiquent avec leurs abonnés. Mais quoi que je fasse, où que j'aille, je suis filmée. Je me suis réfugiée ici, chez moi, parce que c'est le seul endroit qu'ils n'ont pas réussi à piéger. J'ai tout vérifié, les meubles, les murs et les quelques objets que j'ai dû garder. Mais je suis pas certain que nous ne soyons pas filmés au moment même où je vous parle. Peut-être faites-vous partie des leurs. Tous les gens que j'ai côtoyés dernièrement étaient équipés de caméras rétiniennes. Tous,
Je peux pas être certain de votre honnêteté, mais de toute façon, au point où j'en suis, j'ai pas le choix. Santiago juge qu'il est temps de sortir du silence. Vous pouvez avoir toute confiance en moi, Samy. Je n'appartiens à aucune organisation, je ne suis équipé d'aucun matériel, et par ailleurs je suis soumis au secret médical. Est-ce que c'est bien clair pour vous? À son tour, Samy se contente d'acquiescer. Vous m'avez parlé au téléphone d'une jeune interne de Sainte-Anne avec laquelle vous avez été en contact. Vous l'avez vue à l'hôpital? C'est à cause de la boulangerie. Oui. Eux aussi, ils ont des caméras. C'est supposé être de la vidéoprotection, sauf qu'aujourd'hui, aucun système ne peut résister au piratage. Pareil pour les transports, les municipalités. Les gens croient que la CNIL peut les protéger, mais elle n'y peut rien. Elle est dépassée depuis longtemps. Toutes les sociétés se font voler leurs images quand elles ne les vendent pas. Il y a 2 mois, je suis descendue acheter des croissants. Je venais d'entrer dans le magasin quand j'ai vu la caméra qui pivotait vers moi avec son œil, qui s'est ouvert d'un seul coup, prêt à m'engloutir. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai craqué. Je me souviens seulement des cris. Je me disais, mais qui crie comme ça? C'était insupportable. J'ai appris plus tard que c'était moi. Les pompiers sont venus et ils m'ont emmené à l'hôpital. J'ai tout expliqué à l'interne. Elle m'a dit que je devais rester un peu, le temps de me reposer, que j'avais besoin de sommeil. Elle avait raison, mais j'ai refusé. Ils étaient capables de me droguer et de vendre les images. Vous pensiez qu'elle était complice? Pas elle, non, je crois pas. Elle fait juste partie de ces gens qui ne veulent pas voir la vérité, qui ne veulent pas savoir à quoi ça sert, tout ça. Car parmi le personnel, n'importe qui pouvait l'être. Alors je suis rentrée chez moi, et depuis je ne suis pas ressortie. Elle vous a prescrit des médicaments? Des anxiolytiques, mais je les ai pas pris. J'ai peur que ça endorme ma vigilance, n'est-ce pas? Vous me montrerez l'ordonnance, et on en reparlera. Santiago sait que c'est maintenant à lui de jouer, de montrer qu'il est capable d'entendre les propos de son patient sans toutefois le conforter dans son délire. Samy, j'aimerais revenir sur une ou deux choses, si vous le voulez bien, pour comprendre ce qui vous arrive aujourd'hui. Vous avez été filmé pendant votre enfance pour la chaîne YouTube dont votre mère s'occupait. Ensuite, vous avez eu votre propre chaîne, qui marchait très bien. Je crois que vous testiez des jeux vidéo et que vous donniez des conseils pour devenir influenceur. C'est bien cela? Oui, oui, entre autres choses. Et vous avez tout arrêté, il y a plusieurs années, du jour au lendemain. Oui. Vous voulez me raconter? Et quand j'étais au collège ou au lycée, tout le monde voulait devenir youtubeur. La plupart des élèves rêvaient de vivre ma vie, de faire un selfie avec moi, d'être invité chez moi. Ah, bien sûr, il y en a toujours eu pour se foutre de ma gueule. Des petites vannes, l'air de rien. Alors, Samy, il te reste du PQ. Ou bien, qui contrôle ta vie, Samy, Instagram ou ta maman? Ou bien, c'est Samy qui paye les blindés. J'ai compris très vite que je serais jamais comme eux. C'était le prix à payer. Mais sur les réseaux, c'était la haine. J'ai même reçu des menaces de mort. J'ai tenu bon, vous savez. C'est pas pour ça que j'ai arrêté. Ça, c'est ce que les gens aiment raconter. Les gens veulent croire que j'ai fait une dépression à cause des haters ou parce que Michou a toujours eu plus de followers que moi. Mais c'est faux. Et que s'est-il passé? L'année dernière, j'ai rencontré une fille qui prenait son café le matin dans le même bar que moi. Elle était super jolie. Je voyais bien qu'elle me regardait. On a commencé à discuter, au comptoir d'abord, puis on s'est donné rendez-vous. C'était la première fois que je me sentais en confiance avec quelqu'un. Elle savait qui j'étais, mais cela semblait pas très important pour elle. Sur Instagram, je recevais beaucoup de messages privés de la part des fans. Des photos, des déclarations d'amour, des propositions érotiques. J'en ai jamais profité. Je voulais vivre une vraie rencontre.
Un soir, après quelques bières, elle m'a proposé de venir chez elle. Sa voix s'est altérée. Il se racle la gorge avant de continuer. Elle habitait un grand studio. Quand je suis entrée, j'ai d'abord vu les mugs, parce qu'elle avait toute la collection exposée sur une étagère. Les mugs Happy Récré, avec ma photo et celle de Kimi, à peu près à tous les âges, et la photo de ma mère. Elle avait aussi les agendas, les posters, les stylos, les trousses, mais toute une collection d'objets présentés comme dans un musée. Il s'arrête, rattrapé par l'émotion. Santiago attend un instant avant de relancer. Comment avez-vous réagi? Je me suis mis à pleurer. J'étais incapable de prononcer un mot. Elle pensait sans doute que ce serait une bonne surprise, que ça me ferait plaisir de découvrir tout ça. Et je vais vous dire, ça m'a tuée. Je suis partie de chez elle, je ne suis plus jamais retournée dans ce café, et je ne l'ai jamais revue. Il s'est redressé sur sa chaise. Pendant une semaine ou deux, j'étais tellement KO que je suis restée couchée. Pas de post sur Instagram, pas de vidéo sur YouTube, ni sur TikTok. C'est là que ça a commencé, j'en suis sûre. Ils ont cru que j'allais lâcher. J'avais juste besoin de faire un break, mais ils ont flippé. Ils ont contacté des gens, ils ont commencé à me traquer. Au bout d'un moment, j'ai compris que mes voisins, ma gardienne et même certains de mes amis avaient été recrutés. Santiago observe le garçon dont l'anxiété est de plus en plus palpable. C'est là que vous avez supprimé tous vos comptes. Oui, mais on ne s'arrête pas comme ça. Quand les gens ont besoin de vous voir, de savoir où vous êtes, ce que vous faites, quand ils ont besoin de vos conseils, de vos blagues, quand des milliers de gens dépendent de vous, de votre vie, de votre humeur, et sont prêts à payer pour ça, vous n'avez pas le droit de disparaître. Samy s'arrête, le temps de caler sa respiration sur un exercice apparemment destiné à le calmer. Il ferme les yeux. Plusieurs fois, il remplit ses poumons, puis les vide, tout doucement. Santiago se tait. Au bout de 4 inspirations, le jeune homme reprend comme si de rien n'était. Il y a encore beaucoup trop d'argent à gagner. Et si j'en profite pas moi-même, d'autres le font à ma place. Et qui? Je ne sais pas, je vous l'ai dit. Ce que je sais, c'est qu'ils sont très bien organisés et qu'ils sont partout. Il est impossible de se cacher. Voilà ce que j'ai compris l'autre jour à la boulangerie. Ils ont activé tout leur réseau. Les capteurs optiques, tactiles, thermiques, les drones et toute l'artillerie d'écoute. Et votre sœur, où est-elle maintenant? Aux dernières nouvelles, elle est à Paris, mais je ne la vois plus. Vous pensez qu'elle fait partie aussi de cette organisation? Non, non, je suis sûre que non. Comment expliquez-vous cet éloignement? Elle ne m'aime pas. Et vous? Vous l'aimez? Samy est pris de court. D'un coup, les larmes lui montent aux yeux. Alors, dans un geste d'enfant, il cache son visage derrière ses mains. Clara a consacré une partie de sa journée à rechercher des informations sur les suites de l'affaire Dior et ses différents protagonistes. En quelques heures, grâce à des collègues coopératifs, elle a appris pas mal de choses. Elle a passé des coups de fil, photocopié des pages, rassemblé des documents. De quoi constituer un petit dossier qui, sans aucun doute, intéresserait Kimi. Tous les soirs, dès qu'elle entre dans son appartement, elle commence par ôter ses vêtements, comme elle se débarrasserait d'une peau morte. Qu'elle ait passé la journée dans son bureau ou à l'extérieur, elle les jette dans le bac à linge sale. Parfois, elle se demande quelle est la proportion de gens qui, comme elle, se changent en rentrant chez eux, qui enfilent un vieux bas de survêtement, un caleçon, des chaussons, qui se glissent dans un gros pull ou un sweatshirt informe.
Combien d'entre eux choisissent plutôt un peignoir, une nuisette en dentelle ou un déshabillé de soie? Combien enlèvent leurs lentilles pour chausser leurs lunettes? Combien dissocient ainsi leur être du dehors de leur être du dedans? Sa tenue d'intérieur dépend de son humeur. Elle aime les robes longues et les pantalons de coton. Cédric lui a téléphoné ce matin pour la relancer. Il multiplie ses angles d'attaque. Il dit des choses comme « Tu dois passer la vitesse »,« J'ai des affaires qui vont te passionner » ou « Pense à ton évolution de carrière ». Il dit aussi « C'est un poste pour toi » ou plus frontal « Il est temps de sortir de ton bureau ». Lui seul, peut-être, mesure l'étendue de ses doutes. Ce n'est pas seulement une question de service, d'affectation, c'est un choix bien plus important encore. Lui seul, peut-être, sait qu'elle a de nouveau cessé de grandir. Depuis quelque temps, il lui semble vivre au revers du monde, dans un repli impossible, en marge de ces réseaux supposément sociaux, saturés de factices amours et de haines authentiques, en marge de cette toile d'illusions, gavée de selfies et de phrases lapidaires, en marge de tout ce qui circule à la vitesse du son. Elle est cette femme à la traîne d'une ville qu'elle n'aime plus, où chacun se presse de rentrer chez soi pour commander et consommer en ligne, ou obéir à l'impérieux parcours des algorithmes. Elle est cette femme fébrile, dont la vigilance excessive interdit le sommeil, cette femme à la mélancolie inavouée, qui ne parvient plus à suivre le mouvement général. Est-ce parce qu'elle n'a pas vu ses parents vieillir qu'elle se sent aujourd'hui si loin, si anachronique, alors qu'elle n'a que 45 ans? Si elle y réfléchit, elle ne tient pas tant que ça à cette vie penchée sur un écran, à dialoguer avec une intelligence artificielle, où on ne lui demande de relever la tête que pour obéir aux exigences de la reconnaissance faciale. Elle ne veut pas s'asseoir comme les autres au fond de son canapé, le portable greffé au doigt, au poignet, dans la paume, en quête de sensations fortes, à guetter sur son écran le drame, l'attentat et le héros du jour, oublié dès le lendemain. Le monde la dépasse et elle n'a aucune prise. Le monde est fou, mais elle n'y peut rien. Peut-être est-ce ce sentiment d'impuissance qui est devenu insupportable. Ce sentiment de ne pas avoir éprouvé ses muscles, son courage, sa résistance, de ne plus aller au front. Ce sentiment de s'être laissé glisser le long d'une pente et de se sentir aujourd'hui trop fatigué pour la remonter. Peut-être que Cédric a raison, qu'il est temps de bouger, de trouver une autre façon de prendre sa part. « Est-ce que vous avez des pensées suicidaires ?» lui a demandé il y a quelques jours le médecin du travail lors de sa visite annuelle. « Non, pas distinctement », a-t-elle riposté. « Et indistinctement ?» Indistinctement, elle évite de s'approcher des fenêtres ouvertes. Mais ce n'est pas ce qu'elle a répondu. Tous les soirs, quand elle rentre chez elle, elle a le sentiment de trouver refuge. Elle sait que ce n'est pas une bonne chose. Elle sait que l'intérieur, le canapé, les rideaux fermés, la douce chaleur de son appartement, est un privilège et un piège. Ce soir, à peine arrivée, elle sélectionne sur sa montre le numéro de Kimi Dior. Dès la première sonnerie, la jeune femme accepte l'appel. Au moment où elle décroche, il n'y a plus d'hésitation. Le lendemain, Clara traverse la Seine. La lumière est étrangement forte pour une fin d'après-midi. Blanche, éblouissante, on dirait que des projecteurs ont été installés pour éclairer le fleuve, songe-t-elle en scrutant le ciel. Le pas rapide et la main posée en visière au-dessus des yeux, sans aucune raison apparente, elle pense à son oncle Dédé. Le roman familial, qui n'a pas renoncé au folklore, raconte qu'il est mort le jour où Renaud a embrassé un flic.
Elle pense à sa cousine Elvira, partie vivre dans les Caraïbes, et à son cousin Mario, devenu économiste. Elle pense aux amis perdus de vue, faute de temps à leur consacrer. Elle a rendez-vous avec Kimi Dior. Dans un café du boulevard Raspail choisi par Clara pour son arrière-salle sombre et peu fréquentée, elles se font face. Clara compose pour la deuxième fois avec la gravité maussade de la jeune femme, son regard fluctuant, sa colère à fleur de peau. Elle a commencé par lui expliquer qu'elle n'avait pas le droit de lui communiquer ces éléments parce que Kimi était mineur au moment des faits. Normalement, Kimi devrait faire appel à la commission d'accès au recours administratif, une démarche un peu fastidieuse qui peut prendre un certain temps. À vrai dire, Clara n'a pas le droit non plus d'utiliser les moyens de la police judiciaire pour retrouver les coordonnées de quelqu'un à des fins personnelles. Le regard de Kimi s'est assombri en une seconde, bouche pincée, respiration courte, et ses jambes s'agitent sous la table. Elle n'a pas la capacité de dissimuler ses émotions, pense Clara, mettant fin aussitôt à ce préambule. Mais bon, dans certains cas, il arrive qu'on passe outre. La jeune fille est suspendue à ses lèvres. J'ai retrouvé tes 2 comptes rendus d'audition, menés par la brigade de protection des mineurs, ainsi que ceux d'Élise Favard. Il y en a plusieurs, tu verras. J'ai aussi retrouvé sa trace. À sa sortie de prison, elle a récupéré la garde de son fils, qui avait été confié à sa mère pendant sa détention préventive. Elle est partie vivre dans le Morvan, où elle a rencontré son mari, qui était éducateur spécialisé. Il travaillait, et travaille encore, dans la structure pour enfants handicapés où Iliane était accueillie. Ils se sont mariés, elle a pris son nom. Ils ont eu une petite fille, qui a 5 ans aujourd'hui. Élise a trouvé un emploi à temps partiel dans un cabinet médical. Un sourire fugace passe sur le visage de Kimi, apparemment soulagé d'apprendre ces nouvelles. Je t'ai mis aussi quelques PV de synthèse ou de jonction que j'avais rédigés à l'époque, qui retracent les grandes lignes de l'enquête. Et puis j'ai autre chose pour toi. Kimi se penche vers elle, plus attentive encore. Clara attend un instant avant de continuer. J'ai retrouvé la trace de Samy. Cela n'a pas été simple parce qu'il s'attache sérieusement à disparaître. Il ne voit plus personne depuis des mois, à part un psychiatre qui s'est rendu chez lui à 2 reprises. Je ne suis pas sûre qu'il aille très bien. Je crois même qu'il a besoin d'aide. Kimi attrape les papiers et les glisse dans son sac. Pendant quelques secondes, son regard flotte dans la salle, égaré, avant de se fixer de nouveau sur Clara. Dans un murmure à peine audible, elle la remercie. Puis elle se lève et s'en va.